Magnifique. Et voilà, ça y est, on est en direct. On a encore quelques secondes pour attendre les participants qui arrivent. On va dire bonjour Daniel, bonjour Thierry, qui sont là. Bienvenue. On va commencer dans quelques secondes. Oh, il y a Michel. Bonjour Michel. Je sais que vous ne pouvez pas répondre. On va en profiter. Voilà, il y a le chat, il y a les questions. Voilà, on va laisser la minute de midi s'écouler pour que tous les participants puissent se connecter. Et ça reste un démarrage à midi. Il y a, je pense, Jean-François qui est là aussi. Ah oui, salut Jean-François. Voilà, quelques secondes encore. Et quand on dit qu'on commence à midi, chez Revolia, on commence à midi. C'est quoi, commencer à l'heure, ça ne se fait pas. Et on respecte le temps, on prend 1 heure pendant les vacances, et c'est vraiment 1 heure pour manger son sandwich. Voilà, il y a Tony aussi qui est là. Bonjour Tony. Et voilà, midi 1, on va commencer. Je vais partager mon écran. Et oui, dans le chat, on a déjà des personnes qui nous saluent. Eh bien, nous saluons de même. Et donc, bienvenue dans les Summer Sessions, 2e édition. C'est la 2e année qu'on fait ça. Avec un titre Facture contestée et actionnaire en désaccord. Comment l'IA peut aider l'expert comptable. Voilà, alors, il y a plusieurs acteurs aujourd'hui autour de la table. Il y a Revolia. Revolia, qui est Revolia pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, Revolia, chez Revolia, on forme les entrepreneurs, dirigeants et salariés à l'usage concret de ChatGPT. On conçoit des parcours pratiques, humains évidemment, on va l'entendre aujourd'hui, et entièrement sur mesure, bâtis sur des cas réels propres à chaque métier. Donc, on ne fait pas que raconter du potentiel technologique. On accompagne aussi les équipes pendant au moins 1 an via notre plateforme Revolia Campus dans laquelle vous vous trouvez, mais elle sert aussi de point de continuité par rapport aux formations qu'on donne. Et on intervient dans de nombreux secteurs. On a des formations spécialisées pour les architectes, et c'est chaque fois donné par un architecte, pour des vétérinaires en collaboration avec Formavet et l'UPV, les entrepreneurs, par les entrepreneurs comme nous, courtiers en assurance que j'ai été, donc je peux donner ces formations, experts comptables, et on racontera comment on s'est rencontré avec Vincent pour pouvoir donner ces formations, on va dire etc. parce que tous les métiers connexes sont pris en charge et on crée des parcours dédiés à chaque métier. On opère depuis Charleroi où je suis présentement et on se déplace partout en Wallonie-Bruxelles ou en ligne pour démocratiser l'IA. Et si on devait avoir un slogan, c'est Revolia, l'IA au cœur de votre métier. Alors aujourd'hui, on a déjà dû essuyer des problèmes techniques parce que la caméra fonctionne pas bien, mais on s'en sort quand même. Voilà. Et donc, voilà la table des matières du jour. Aujourd'hui, on a expliqué ce que sont les Summer Sessions. Je vais montrer bientôt quelle sera la session suivante. Je vais vous présenter notre expert du jour. Il fera sa présentation et ensuite, il y aura questions-réponses, bonus, etc. Voilà. Les Summer Sessions, comme je disais, c'est quoi? C'est 6 experts externes qui viennent présenter leur manière d'utiliser l'IA. On a déjà eu Mélanie et Victorien, donc architecte et chef de projet digital. On a aujourd'hui Vincent. Tania qui donne des formations sur Canva. Charlotte qui est avocate. Et Nathan qui est un grand vulgarisateur sur l'environnement. Et voilà, les prochaines, toutes les sessions, il y a celle d'aujourd'hui, c'est de la semaine prochaine, je reviendrai dessus, mais celle du 29 août va être très intéressante. Elle va concerner l'obligation de formation à l'IA que nous impose vraiment l'Europe. Charlotte, qui est avocate et spécialisée dans la protection des données et du RGPD, et Nathan Pettings, qui accompagne en réalité des entreprises dans les transitions environnementales, dans leur trajet de transition carbone. Et on va voir avec lui comment utiliser l'IA en respectant l'environnement. Dans la prochaine session, j'ai déjà dit, c'est Tania. Elle va nous montrer comment tirer le meilleur parti de l'IA dans Canva, parce que Canva est devenu un outil incroyable. Il y a de l'IA non seulement pour les images, mais pas que. Et donc, Tania donne des formations depuis longtemps sur Canva, donc on verra ça la fois prochaine. Alors, c'est pas de Tania qu'on parle aujourd'hui, c'est de Vincent.
Alors, qui est Vincent? J'ai fait ma petite présentation. Vincent pourra compléter après. Donc, Vincent Charlier, qui est formateur finance et IA. Il est belge, il est en Wallonie et il est expert comptable de formation. Je voudrais dire entre autres, parce que on n'a pas là pour montrer en quoi il est formé. Vous pourrez aller voir sur LinkedIn. Il est également, fun fact, gradué en photographie. Voilà, ça ne va pas nous servir aujourd'hui, mais c'est quand même sympa. Et donc, il est formateur IA pour les métiers de la finance et tous les métiers régulés aussi. Il travaille en partie au Luxembourg. Et ses objectifs, quand on parle de quelque chose, c'est donner de la précision et avec rigueur. Et aussi, eh bien, waouh, je dirais, il est docteur honoris causa de l'Université de Naples. On ne va pas en parler aujourd'hui, sauf si tu en as envie. Et alors, moi, j'ai ajouté des petites choses. Il a un sourire communicateur. Chaque fois qu'on se parle, Vincent et moi, ça donne la patate, ça donne le sourire. Et sa mission aussi, c'est de transmettre l'essentiel. Et avec humour, il en ajoute toujours. Alors, comment on s'est rencontrés? Vincent et moi, c'est sur LinkedIn. On a échangé sur l'IA, sur la comptabilité, parce que j'ai une petite formation en comptabilité aussi. Et voilà qui nous amène aujourd'hui à voir cette présentation. Alors, Vincent, est-ce que je t'ai bien présenté? Tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, je me trouve très bien dans ta présentation. Voilà. Bien, super. Donc maintenant, Vincent, pour toi, c'est showtime. Voilà la présentation. Je vais arrêter le partage de mon écran et je te laisse la place. C'est à toi. Parfait. Eh ben, je vais partager donc mon écran. Donc, bonjour à tous. On va un peu aujourd'hui regarder comment j'utilise l'IA au quotidien. Et je vais partir d'un cas qui est plutôt un cas concret, qui est comment l'IA peut nous aider dans la relation client. Donc, pourquoi j'ai pris cet exemple-là? C'est parce que l'IA, en termes de chiffres, de manipulation de données, n'est pas encore très efficace quand on parle des LLM. Et donc, vu qu'on est plutôt en train de parler ici de ChatGPT et consorts, moi, je voulais un peu mettre ça en évidence aujourd'hui. Ce que je vais un peu aborder, c'est d'abord la version de ChatGPT, puisque vous savez qu'un expert comptable est tenu par le secret professionnel. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour rester un peu dans une confidentialité. Et puis après, on va un petit peu regarder pour voir comment on peut gérer des emails de clients dans une situation un petit peu tendue, fact-checker ce que l'IA nous donne pour éviter les hallucinations, sélectionner le bon modèle en fonction des tâches qu'on veut lui faire faire. Et puis, on aura l'occasion de faire quelques trucs et astuces tout au long. Alors, d'habitude, je dis n'hésitez pas à m'interrompre parce que j'adore ça, mais je ne vous verrai pas, j'ai l'impression. C'est ici en plein écran. Donc, je ne sais pas si Jean-François, tu vois qu'il y a des gens qui posent des questions, on fait interromps-moi. J'aime bien les choses un petit peu plus chaotiques. Oui, je m'en occupe, je vais gérer ça. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Il y a aussi la fonctionnalité Q&A. Vous pouvez l'utiliser. Okay. Si nécessaire, j'interviendrai, Vincent. Merci. Nickel. Alors, ici, j'ai pris ChatGPT pour vous montrer ça, mais on aurait très bien pu choisir soit Gemini, soit Mistral avec le même niveau global, je dirais, de qualité, ou même carrément passer sur une autre IA vraiment dédiée dans les métiers de la finance comme Advisor, mais j'ai choisi de vous montrer quelque chose d'un peu généraliste ici pour que la plupart d'entre vous puissent vraiment utiliser ça de manière quotidienne. Alors, la première chose que sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est d'avoir un compte payant. Pourquoi un compte payant? Tout simplement parce que, et ça va s'appliquer à toutes les IA, quand vous êtes dans un abonnement payant, vous allez avoir beaucoup plus de puissance de calcul. Et donc, vous allez avoir une qualité de réponse qui va nettement s'améliorer. Si vous n'êtes pas très content de l'IA que vous utilisez, essayez un mois en version payante. Vous devriez, en théorie, voir une nette amélioration des réponses
Ici, vous voyez que j'ai été dans mon compte et je vous ai souligné, moi, je suis en ChatGPT+, qui est une version payante. Et pourquoi est-ce que cette fonctionnalité-là est même indispensable pour un expert comptable? Ben, quand vous allez dans le paramètre gestion des données, vous voyez que que j'ai désactivé améliorer le modèle pour tous. Alors pourquoi je le désactive? Parce que si il est activé, ça veut dire que l'ensemble de vos conversations vont remonter ici chez OpenAI. Et OpenAI va se servir de vos conversations pour entraîner le modèle. Alors, comment est-ce que les IA sont entraînées? En fait, on va dire, c'est un modèle qui est prédictif. Et donc, on va se servir des statistiques et pour pouvoir déterminer les mots les plus logiques qui vont aller l'un à la suite de l'autre. Donc, vos données vont remonter en Californie. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'un autre utilisateur de ChatGPT pourra s'en servir? Probablement non, mais il y a quand même une fuite de données. Donc, si vous avez un autre LLM de prédilection, regardez bien si vous pouvez désactiver les données. Parce qu'en tant que comptable, ou si vous-même vous posez des questions d'ordre un petit peu sensible à votre IA, vous n'aurez peut-être pas envie que l'IA sache que vous avez oublié de déclarer un petit montant. Même si je pense que les États-Unis, ils sont contre-fiches. Donc ça, c'est la première chose. Faites très attention à la protection de vos données quand vous utilisez une intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur cet aspect confidentialité ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour le moment, pas de réaction, donc tout a l'air de bien se passer. C'est clair. Bon, bah, c'est très bien. Donc, allons maintenant dans le vif du sujet. Nous sommes dans le cadre d'une liquidation volontaire, ce qu'on appelle une dissolution au Grand-Duché de société. Et il y a des actionnaires qui sont en train de s'écharper, tout simplement parce qu'il y a une facture à émettre qui augmenterait la dissolution, enfin le boni de liquidation. Et donc, en fait, il y a un actionnaire qui veut émettre la facture, l'autre qui est un petit peu moins enthousiaste. Et il y a un échange de mails qui se déroule dans ce cadre. Évidemment, tous les noms sont fictifs. Donc, en fait, j'ai utilisé ChatGPT pour anonymiser ça. Donc, même si moi, je passe des informations dans ChatGPT, même si j'ai activé l'option que je ne veux pas entraîner le modèle, par prudence, je fais quand même une anonymisation de mes données. Donc ici, voilà, c'est un email de Paul qui dit, voilà, il fait un petit peu le point et il donne quelques données techniques sur ce qu'il a fait. Et ça, c'est vraiment le mail que je vais passer dans ChatGPT. Il discute avec Zoho, il discute de cette fameuse créance de 48 000. Il dit qu'il a géré le problème de TVA. Je ne vais pas, parce qu'il n'y a pas énormément de spécialistes autour de la table, je ne veux pas parler de la TVA sur les factures à émettre. Il nous prépare quelques points pour la suite de la liquidation. Et il est très content de lui, il présente les avantages de sa solution. Bon, là, on voit tout de suite que c'est un mail que ChatGPT a drafté. Mais bref. Et donc, il envoie ça à l'autre actionnaire avec moi en copie. L'autre actionnaire que nous allons appeler Élise, elle a drafté son mail toute seule parce qu'il tient en peu de lignes. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, elle est vraiment furax, Élise, parce que Paul ne lui a absolument pas parlé de tout ce qu'il voulait faire. Elle a l'impression qu'il fait des choses dans son dos et elle lui rappelle que, en fait, en tant qu'actionnaire, elle doit donner des charges. Donc, en fait, sa solution est pourrie. Et donc, elle finit, vous voyez, dans le bas qu'il n'y a aucune confiance. Elle fait aucune confiance à Paul et que donc, voilà, si jamais Paul ne se décide pas très vite, d'ici la fin de la journée, elle va donc prendre des actions avec son avocat. Donc, on se trouve là maintenant un peu comme souvent les comptables au milieu du champ de tir.
Et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on doit essayer d'un peu calmer tout le monde et de proposer une petite solution. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais demander à ma meilleure amie, ChatGPT, de me donner un petit coup de main, en fait, pour essayer de résoudre le problème. Comment je fais ça? Tout simplement, j'ouvre mon ChatGPT et je vais sélectionner en haut à gauche. Alors après, on pourra passer dans le ChatGPT pour ceux qui veulent voir ça en direct. Je vais sélectionner O4 mini. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que pour le moment, dans ChatGPT, dans sa version 4, vous avez le choix en plusieurs modèles. Vous avez 4O, que moi j'appelle le poète, qui va vous servir à écrire des lettres d'amour enflammées à votre compagne ou votre compagnon, qui va vous faire des super slogans marketing, mais qui est un petit peu idiot, il faut un peu l'avouer, et qui, dans des cas un peu techniques, va très très vite montrer ses limites. Et vous avez les modèles qui commencent par O, O4, O3, qui eux sont des modèles de raisonnement. Alors, c'est quoi un modèle de raisonnement? En fait, c'est un modèle qui va juste se dire, OK, l'utilisateur me pose une question. Qu'est-ce que moi, ChatGPT, je dois faire pour répondre à la question de mon utilisateur? Donc, il va, avant de commencer à écrire, O4, bon, ici O4 mini, va se poser la question de se dire, OK, qu'est-ce qu'on attend de moi et comment je peux répondre à cette question? Là-dessus, je lui mets le prompt que vous voyez. Le prompt, je l'ai découpé en 3 parties. La première partie, je vais lui donner du contexte. Et c'est la partie la plus importante d'un prompt. Donc, je vais lui dire, je suis expert comptable, je dois intervenir dans le cadre d'une dissolution volontaire d'une SARL avec 2 actionnaires qui se déchirent. Je voudrais en premier que tu analyses le premier mail de Paul qui explique ce qu'il a fait dans la compta pour préparer la liquidation, puis les réponses de Élise. Ça, c'est le contexte. Pourquoi est-ce que le contexte est capital? Il faut vous imaginer qu'une IA, c'est une sorte de génie. Moi, j'ai tendance à dire en formation que c'est un autiste qui a vécu dans une cave, connecté par Internet, qui a tout lu, qui a vu toutes les vidéos de YouTube. Et en fait, cette personne-là, vous la prenez, vous la tapez dans un jet, le jet arrive à Bruxelles National, il fait 2 pas sur le tarmac, et là, tout de suite, vous lui posez une question. Et en fait, ChatGPT est comme cet autiste, il n'a aucun contexte. Donc, si vous lui dites, par exemple, un chat qui dirait parle-moi de la Belgique, ChatGPT ne sait pas ce que vous voulez exactement, des informations économiques, politiques, ce que vous voulez la Belgique contemporaine, la Belgique d'antan, si vous voulez une approche plutôt sociale, sociétale, aucune idée. Donc, donner du contexte à une IA est capital. Sans le contexte, vous allez avoir des très mauvaises réponses. Et ici, le contexte est très léger, mais c'est un minimum. Donc, essayez de vous entraîner à mettre un maximum de contexte. Et quelque chose qui est excellent pour ça, vous voyez qu'il y a un petit micro en bas à droite, c'est de passer en mode vocal. Et pourquoi c'est excellent? Parce que autant on est un peu paresseux quand on tape du texte, autant quand on parle. Là, on donne plus de contexte. Bref, première partie, un peu de contexte. Deuxième partie, vous voyez, là, je mets analyse leur argument et aide-moi à les calmer. Ça, c'est sa tâche. Donc, c'est vraiment ça qu'il doit faire. Et ensuite, dans la troisième partie, ici, je mets l'email de Paul et en dessous, j'ai l'email de Élise. Donc, en t'envoyant cette instruction, ce prompt à ChatGPT, je m'assure qu'il a à la fois le contexte, une tâche et qu'il a l'ensemble des emails. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette manière de procéder avec le modèle et le prompt, comment je l'ai fabriqué? Il n'y a encore rien dans les outils ici. Ok. J'avais pas activé les Q&A. Enfin, je l'ai fait dès le début, mais je n'avais pas activé au début. Bon. Mais donc, ici, pas de questions. Et ben alors, on va faire comme si c'était intéressant. Donc, que nous fait ChatGPT? ChatGPT, il nous donne ici un tableau en fait où il analyse l'email de Paul.
Et il nous fait un petit tableau pour nous résumer ce que lui a décidé, donc la conciliation comptable, etc., un peu le contenu, et il nous fait une analyse technique. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que je lui ai dit que j'étais expert comptable. Donc, il va commencer à me ressortir des règlements européens, des articles de loi, etc., etc. Moi, j'ai Parfait. peut-être une question, Vincent. Oui. On voit ici, tu lui as pas donné un prompt particulier pour avoir un tableau. Est-ce qu'il le fait d'office ou est-ce qu'il faut le demander ou bien il y a d'autres endroits où tu as caché des informations et il en tient compte? Alors non, ici, il a décidé de faire lui-même un tableau parce que je lui ai demandé une analyse. Et donc, le mot analyse chez ChatGPT sous-entend certains comportements de sa part, dont celui de faire des tableaux. Donc, c'est parce que le mot analyse se trouvait dans mon prompt qu'il a décidé de faire un tableau. Il faut aussi savoir que je lui demande souvent de faire des tableaux. Et donc, il a déduit de mon habitude de travail avec ChatGPT que j'aime bien les tableaux. Donc, c'est pour ça qu'il m'a donné un tableau sans que je lui demande. Tout à fait. Top. Donc, j'ai un premier tableau. Il me fait l'analyse de la réponse d'Élise. OK, parfait. Pas grand-chose à dire là-dessus. Et il me donne, parce que je lui ai demandé, aide-moi un petit peu à calmer tout le monde, et il me dit, OK, qu'est-ce que tu peux faire? Convoque une assemblée générale, rédige un procès verbal, mets un calendrier, etc., etc. Donc là, j'ai déjà un petit plan d'action que m'a donné ChatGPT. Mais vu que je connais quand même le gaillard, qu'est-ce que moi je décide de faire? Je décide d'aller dans Gemini. Et pourquoi je fais ça? Parce que je sais bien que Gemini est une excellente IA en ce qui concerne le fact-checking, qu'on appelle ça. Donc, et particulièrement chez nous dans le domaine paralégal, on va dire, elle est excellente pour aller retrouver des articles de loi, des règlements, des arrêtés royaux, etc. Alors pourquoi? Parce que Gemini, c'est Google. Et donc Google, en termes de moteur de recherche, c'est quelque chose d'énorme, évidemment. Et en plus de ça, Google indexe absolument tous les courriers de Gmail, les Gmail privés. Donc ça veut dire qu'il a une base de données monstrueuse. Et ici, vous voyez que j'ai mis en jaune, je vais te donner un tableau avec des affirmations concernant la loi luxembourgeoise. Le mot important ici, c'est luxembourgeoise, parce que vu que moi j'écris en français, il va avoir tendance à aller vers la loi française. Il faut vraiment que je lui précise le contexte juridique, sinon il va me donner n'importe quoi. Et je surligne, tu dois, je le mets en majuscule, tu dois. C'est important parce que Gemini ici, les IA comprennent les majuscules. Elles savent bien que quand nous, on écrit en majuscule, on va, entre guillemets, crier. Donc, si vous mettez des mots en majuscule, pour l'IA, c'est important pour elle. C'est pour ça que j'ai mis tu dois en majuscule, fact-checker les articles cités pour t'assurer qu'ils sont corrects. Et en dessous, qu'est-ce que je fais? Je colle le tableau. Vous voyez, j'ai collé le tableau de ChatGPT là, en dessous, sans autre forme de procès. Et puis après, regardez, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, OK, bon, il donne un règlement UE, mais en fait, il s'est trompé. ChatGPT s'est trompé. Le règlement UE n'est pas le bon. Et donc, ça, c'est quand même pas mal de faire ce genre de check. Elle va aussi me dire qu'en fait, on a cité un article de loi pour la responsabilité fiduciaire, mais c'était un peu vague en fait. Que donc, c'était pas tout à fait bien tapé. Et grâce à Gemini, je vais avoir déjà en quelques secondes la possibilité de vérifier si c'est correct. Et de toute façon, en tant qu'expert comptable, je vais systématiquement aller vérifier la loi. Sauf qu'ici, vu qu'il y a déjà eu 2 passages, je vais aller beaucoup plus vite parce que je vais aller directement lire l'article de loi que Gemini m'a renseigné. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a aussi, enfin voilà, je vous passe un peu parce que le point, c'est pas similaire technique. Donc on a plusieurs techniques. De retour dans ChatGPT, je lui dis, écoute, ChatGPT, une IA plus intelligente que toi m'a dit ceci.
réfléchis bien et corrige le tableau de Paul si nécessaire. Alors, ce qui se passe, c'est que l'IA a été entraînée pour imiter le comportement humain. Donc, si je dis à une IA si je dis à ChatGPT qu'une IA plus intelligente que toi m'a dit quelque chose, il va être, entre guillemets, un petit peu piqué au vif quelque part. Réfléchis bien. Pourquoi je lui dis réfléchis bien? Parce que je vais lui dire par là, j'ai le temps. Tu n'es pas obligé de me jeter des mots, tu as le temps de me répondre. Ça marchait très très bien dans les anciens modèles, ça marche un peu moins bien maintenant, mais je me dis, ça me coûte pas grand-chose de mettre cette instruction-là dans mon prompt. Et je dis, corrige le tableau de Paul si nécessaire, parce que si je lui dis, corrige le tableau de Paul, elle va me le corriger, même si c'est pas nécessaire. Donc moi, j'ai envie qu'elle me garde les bonnes infos et qu'elle me change juste les mauvaises. C'est pour ça que je rajoute si nécessaire. Et qu'est-ce que je fais? Je colle en dessous la réponse de Gemini. Et voici sa réponse. Donc, effectivement, ChatGPT a vu qu'il a fait des erreurs. ChatGPT a vu qu'il a fait des erreurs et donc, il recorrige son tableau et je vous ai mis en jaune des éléments qui sont importants qu'il n'avait pas dans sa première version. Donc ça, c'est un comportement qu'il faut vraiment adopter parce que ça va vous aider à améliorer, à corriger une IA par une autre IA et améliorer la qualité de vos réponses. J'ai une question, Est-ce que... Vincent. Oui, Le fact-checking, est-ce que tu as déjà essayé de le faire avec la même IA que celle qui a donné les infos? alors oui, mais j'ai souvent l'impression qu'ils se sont obligés de changer des informations parce que je lui ai demandé de fact-checker. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est toujours bon de changer complètement d'IA parce que chaque IA a ce qu'on appelle dans le jargon un système prompt. Donc, chaque IA a ses propres limitations qui ont été écrites par les gens qui ont créé cette IA. Et c'est bien de changer complètement de modèle d'IA parce que ça nous donne une perspective tout à fait différente sur la matière qu'on veut fact-checker. Donc, c'est vraiment important de changer de modèle quand on fact-check. Enfin, de modèle, pardon, de carrément d'IA. Oui. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Pas d'autres questions? Non, toujours rien. Ok, on va essayer de les réveiller avec ce qui arrive. Et donc, c'est là qu'en fait intervient l'intelligence non artificielle, c'est-à-dire l'intelligence tout court. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, elle m'a donné une solution qui n'est pas mauvaise, mais qui suit vraiment la procédure classique, standard, qu'on pourrait avoir dans une liquidation de société. Enfin, une liquidation volontaire dans ce cas-ci, hein, je précise toujours. Mais moi, de mon petit côté artistique, je me suis dit, mais tiens, il y a certainement une voie du milieu là-dedans. Et c'est quoi? Bah, c'est peut-être en fait de jouer sur ce qu'on appelle au Luxembourg un boni de liquidation, plutôt que d'essayer de faire payer, d'émettre la facture avec des impacts TVA, la faire payer, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dire à ChatGPT, je vais lui donner ce prompt-là exactement. Donc, je vais recommencer par lui redonner du contexte en lui disant, voilà, je pense qu'il y a une voie du milieu. Élise est pointilleuse parce qu'elle veut récupérer son argent. C'est pour ça qu'elle veut qu'on émette une facture, parce que si on émet la facture, le boni va augmenter. Et je lui dis, mais il peut y avoir plusieurs problèmes, parce que vu qu'on facture une société belge, des impacts TVA, l'actionnariat est différent, donc voilà, c'est pas quelque chose qui va être nécessairement facile. Et donc, moi, je pense qu'on peut jouer sur le boni de liquidation, c'est-à-dire le tordre. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement donner la moitié de ces 48 000 à Élise dans le boni de liquidation en faisant tout simplement un pacte d'actionnaire, etc., etc. Et je vais dire à ChatGPT, ta tâche, c'est de 1. Analyse mon idée sur le plan du droit des sociétés luxembourgeoises, c'est-à-dire est-ce que mon idée est toujours valide ou pas au niveau du droit. Analyse les impacts fiscaux du boni de liquidation, parce que je veux savoir si ce que j'ai comme idée est toujours bonne. Et après,
je vais lui dire, explique comment sécuriser Elise dans cette transaction, parce qu'en fait, l'actionnaire qui pose problème, c'est Elise, qui ne se sent pas en sécurité. Et donc, moi, je voudrais quand même qu'Elise soit rassurée sur la proposition que je vais faire. Je lui dis, prends ton temps avant de répondre. Donc ça, de nouveau, c'est un cheat code qu'on faisait avant. Mais bon, voilà, ça ne mange pas de pain de le remettre. Examine tout attentivement. Ça aussi, ça a l'air un peu bizarre de dire ça à une IA, mais parfois les IA ont tendance à privilégier la rapidité. Donc même si je suis dans 4O, O4 mini, pardon, bah, je préfère quand même lui dire, n'invente aucun article, confère ce qui s'est passé avant, et prend systématiquement le point de vue de Élise, en parenthèse, n'a plus confiance en Paul pour qu'elle se sente sécurisée. Donc, avec ce set d'instructions-là, je vais vraiment m'assurer qu'il va aller dans le détail, qui va vraiment prendre le point de vue d'Élise, etc., etc. Donc, c'est vraiment, vous voyez que là, mon prompt commence à devenir de plus en plus précis. Et ça, je vais le mettre dans ChatGPT. Et que va faire ChatGPT? À gauche, vous avez la réponse de GPT. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais la poser exactement à Gemini, à droite. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va me permettre de comparer les réponses des deux, les articles, parce que ici, je vais quand même demander une analyse du droit et je suis quand même curieux de savoir, en fait, de cross-checker, en fait, les deux réponses. Donc, les deux IA me donnent ces réponses-ci, qui sont beaucoup trop longues, évidemment, pour un email, mais au moins, ils me donnent des pistes de réflexion. Et donc, une fois que je suis content, qu'est-ce que je fais? Je repasse dans 4O, en haut à gauche. Pourquoi je passe en 4O? Comme je vous ai dit, 4O, c'est le poète. Et moi, j'ai besoin d'un poète pour émouvoir le cœur sensible d'Élise, pour qu'elle soit bien disposée à accueillir mon email. Et donc, je vais demander à 4O, s'il te plaît, 4O, fais un email à Élise et Paul en présentant cette voie du milieu basée sur l'analyse qui est en dessous. Et dans l'analyse, en fait, il suggérait de passer par un compte de tiers et un liquidateur externe, mais je veux pas de ça parce que sinon ça va prendre trop de temps. Et puis après, je commence à donner des instructions en disant, écoute, est-ce qu'on peut faire un pacte d'actionnaires pour tordre le pourcentage de dissolution? Si oui, rédige. Sinon, il faudra passer par une session d'action. Et donc voilà, je lui mets l'analyse et lui, il commence à m'écrire un mail à rallonge pour proposer à Élise une solution à ce problème. Et ce mail-là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais le résumer. Je ne sais pas si je le résume. Non. Je vais le résumer parce que regardez, voilà, le mail, c'est quand même un sacré morceau. Je vais le résumer moi, je vais changer quelques mots et je vais l'envoyer à mes clients pour tenter de résoudre le problème. Ok, tu ne demandes pas à une IA de le résumer alors? Non, alors pourquoi je ne le demande pas? Parce que ça, c'est déjà en résumé, en fait. Parce que bon, ça implique quand même plusieurs niveaux de... Comment dire? Ça implique plusieurs niveaux de droit, de fiscalité. Et là, je veux vraiment avoir la main totale là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ce résumé-là et je l'ai moi-même un petit peu changé. Ce genre de prestation prendrait sans IA, avec la vérification des articles, ça devrait prendre 4 à 5 heures de travail. Et ça m'a pris 1 heure en tout avec l'IA pour pouvoir faire ça. Donc j'ai gagné 4 heures de temps en fait. Ça a gagné un temps énorme en procédant de la sorte. Ah oui, et ça ne signifie pas non plus qu'on n'a rien à faire du tout et qu'il faut tout prendre. On a quand même ce travail humain d'analyse Oui, de l'expert encore à réaliser. oui c'est ça. En fait, l'IA est vraiment ici. Faut voir l'IA comme un super junior, quelqu'un qui va nous sourcer, quelqu'un qui va nous proposer quelques axes d'analyse, mais ils ne vont jamais être super étonnants.
Par contre, derrière, quand on intervient avec notre connaissance à nous, quand on va surcharger l'IA avec notre expérience et notre connaissance, c'est à ce moment-là que l'IA va montrer tout son potentiel parce qu'elle va pouvoir nous écrire des documents basés sur un petit bullet point ou quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça que l'IA produit ses meilleurs résultats en faisant vraiment un mélange entre une intelligence artificielle et une intelligence humaine, quelque part. Super. On a des questions, mais elles ne concernent pas le sujet ici, donc je propose qu'on les prenne, mais à la fin de la présentation. Ok, oui. En fait, j'étais arrivé à la fin de ma présentation parce que là, on est maintenant, enfin, l'email, vu que je l'ai rédigé à la main, je pense pas aller jusque-là. Et donc, c'était pour montrer un petit peu euh, comment on peut jouer avec l'IA, changer les modèles, fact-checker ce qu'une IA nous raconte, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans énormément de domaines. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon exemple, parce que c'est quelque chose qui devrait parler à beaucoup de personnes et pas seulement aux experts comptables. Ouais, et on avait parlé ensemble aussi du fait que l'IA peut t'aider à faire la veille. Oui. Tu peux peut-être dire un petit mot là-dessus. C'est ça. Donc, en fait, aussi au niveau de, par exemple, de ChatGPT, ils ont un modèle qu'on appelle des tâches. Qu'est-ce qu'une tâche? En fait, c'est un prompt qui va s'exécuter à intervalles réguliers. Donc, par exemple, une fois par semaine. Et on peut demander, ça on peut peut-être vous passer directement dans ChatGPT. Et ici, en fait, on pourrait, très bien, je vais lancer une nouvelle conversation. Voilà. Et là, je peux lui dire, fait chaque lundi une recherche sur les nouveautés fiscales en Wallonie pour les entreprises à personnes physiques avec la législation sociale, etc. Je vais corriger les fautes d'orthographe, même s'il y a s'en fout. Mais, Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut gagner du temps là aussi en corrigeant pas. Alors la fonctionnalité, elle a un peu changé de nom, elle s'appelle planification maintenant. Ok. Et je ne sais pas si tu allais le dire, mais il faut bien être en O3 ou O4 mini pour pouvoir le réaliser, sinon ça Oui, ne marche plus. Ça marchait avant et ça ne marche plus. c'est ça, exactement. Et là, vous voyez qu'il a mis j'ai réfléchi. Et donc, en fait, vous voyez qu'il a dit voilà, je vais le faire. Alors, remarquez, je n'ai pas dit à quelle heure. Ben voilà, ce sera tous les lundis à 9 heures du matin. Et il a réfléchi un peu plus loin de ce que je lui ai demandé. Et donc, vous voyez qu'il m'a mis comme ça maintenant une recherche. Et je peux ici encore, quand j'ouvre, je peux encore changer à la fois mes instructions, parce que là c'est beaucoup trop léger. Hein. Il faudra, comme vous voyez, les instructions sont relativement longues. Ici, c'est assez court. Et on peut changer. Voilà. La fréquence, la journée, et on peut, moi je vais faire un delete parce qu'il y en a déjà qui tournent, et c'est ainsi qu'on peut planifier une veille légale extrêmement facilement dans ChatGPT. On peut considérer que c'est une sorte d'agent, c'est quelque part un agent extrêmement simple, même si les vrais agents IA sont beaucoup plus précis d'ailleurs que ça. Oui, et en réalité, on peut gagner beaucoup de temps là-dedans parce que on peut faire une recherche multicritère. Donc, je vais donner un Oui, exemple. C'est l'exemple que je donne moi en formation. Mais j'ai deux filles et on pourrait imaginer que je voudrais tous les mercredis après-midi, ils me trouvent des activités pour mes deux filles, mais qui tiennent compte de la météo du moment de l'année, mais également du fait qu'on doit se situer à 1h30 de la maison. Je ne peux pas avoir 4 heures de trajet. Euh, et que la durée de l'activité doit se situer entre 1h30 et 2 heures. Et en fait, tous ces critères sont assez difficiles à mettre en place quand on fait une vraie recherche. Essayer de faire la recherche sur Google avec ces critères-là, c'est pas si simple en réalité. Et l'IA, ici, va pouvoir combiner tout ça et nous le servir sur un plateau. Donc c'est super bien. Et j'allais dire, au passage, on voit aussi que l'IA fonctionne en anglais, puisque quand elle a écrit la tâche, elle l'a oui, écrit en anglais. c'est ça.
C'est ça, ouais. Et aussi, ça veut dire que si vous êtes à l'aise avec l'anglais, si vous écrivez vos prompts en anglais, ils vont être plus efficaces qu'en français. Tout ça, c'est un système interne, ne veut pas rentrer trop dans le détail, mais vu que l'IA a été entraînée en anglais, elle est plus performante quand on lui parle anglais, enfin ChatGPT, que quand on lui parle français. Évidemment, si vous prenez Mistral, ça va être l'inverse. Mistral est plus efficace en français qu'en anglais. Ouais. Bah, écoute, alors je pense qu'on peut passer aux autres questions. Oui, Bah, je vais un peu la remettre en évidence. Ici, on je a, on peux a regarder. celle-ci. Donc, il y a Tony qui demande est-ce que l'IA Generation, donc ChatGPT par exemple, peut passer des écritures comptables. J'ai demandé, Tony, je ne sais pas exactement ce que tu voulais dire. Est-ce que tu veux dire expliquer l'écriture et la rédiger? Bon, parce que la passer carrément dans un système de comptabilité, bah, je peux presque déjà dire non moi tout seul. Peut-être que Vincent, tu peux confirmer. Et donc, on va imaginer qu'il s'agit de la rédiger et de l'expliquer. Donc, Vincent, est-ce que tu peux répondre à ça? Alors, je peux déjà démarrer. Alors, elle peut presque passer l'écriture dans des programmes de comptabilité. Quand on passe par un système d'agent, on peut très bien dire à une IA, je veux que la facture PDF que je t'envoie, tu me fasses le débit-crédit. C'est quasiment faisable maintenant. On n'en est pas loin. On n'y est pas, mais on n'en est pas loin. Donc ça, c'est important de savoir. C'est quelque chose sur lequel je travaille, hein, parce que ça, c'est un peu mon dada. Donc, on n'est pas très loin de faire ça. Maintenant, il faut savoir que le problème d'une IA générative, c'est que elle va parler en ce qu'on appelle des tokens et qu'elle a tendance à être un peu paresseuse. Donc, ça veut dire que quand on va lui donner une facture, on lui dit voici le plan comptable généralisé belge, voici la facture. Elle va parfois être un peu imprécise au niveau du compte général qu'elle va choisir. Donc, en fait, il y a de l'espoir. Donc, à l'heure actuelle, au niveau des écritures comptables, on n'y est pas encore, mais je pense que d'ici un an, ça devrait le faire. Et pour la deuxième question de Tony, effectivement, l'IA peut lire un bilan et un compte de résultats, oui, sans problème. Elle est très forte pour ça, sauf quand on va commencer à aller dans le détail. Donc, quand on va commencer à creuser dans le détail, là, ça va être un autre problème parce que il va y avoir trop de lignes et elle va commencer à se mélanger dans les lignes. Donc, on peut résoudre le problème en zoomant sur des postes bilantaires particuliers. Je peux dire. Je crois que Tony voulait passer en vocal, mais je ne sais pas comment on fait, François. Oui, non, le système ne le permet pas. Et en Ah, plus, on a plein de problèmes techniques. Mon micro, c'est pas le bon qui prend non plus. Aujourd'hui, sauf que il part un peu, mais voilà, on y arrive quand même. Et donc, ouais, j'imagine ce que Tony demandait, ça aurait été plus d'explications sur oui. euh, la partie passée des écritures comptables. Mais nous, on est en mode webinaire, donc on ne peut pas passer la parole à Tony. Ah, ok. Donc, pour peut-être un peu extrapoler, l'IA est aussi assez forte dans la fiscalité. C'est-à-dire qu'elle va être assez capable de faire des liens entre la législation, la jurisprudence, des cas pratiques. Et quand on va lui soumettre un cas pratique, elle va rapidement faire des liens. Elle va rapidement aller sourcer des choses qu'on n'aurait pas spécifiquement imaginées. Et on va pouvoir aussi commencer à lui dire, OK, tu m'as ramené tel cas, telle jurisprudence, en quoi ça s'applique, les points communs, etc. Donc, quand on va commencer à faire des études fiscales, l'IA nous propose souvent des pistes assez intéressantes, mais attention à son caractère un peu artiste. Donc, soit elle va nous proposer des choses qui sont absolument inapplicables, ou elle ne connaît pas le contexte particulier belge, par exemple, où les contrôleurs fiscaux sont extrêmement gentils avec les indépendants. Et donc, il y a des choses qui ne passeront pas, même si c'est légal. Il y a des choses qui ne passeront pas, ça ne le sait pas. Donc, ça, c'est pour la fiscalité. TVA, c'est une matière extrêmement complexe.
y compris pour une IA. Donc en TVA, là, c'est moins efficace qu'en fiscalité directe. Et pour la partie internationale, donc par exemple IFRS, là, l'IFRS, c'est vraiment une bête. Là, en IFRS, elle est extrêmement forte. D'accord. Moi, je vais essayer. Je pense que si je mets, euh, ouais, donc, je vais repointer ici la nouvelle question de Tony qui dit, OK, donc pour résoudre des problèmes juridico-comptables fiscaux qu'on lui soumet dans un prompt. Alors oui, on les soumet dans... Alors comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Enfin, comment je fais dans ce cas-là? Je fais d'abord un premier prompt avec le contexte. Donc, je vais lui dire, voilà, j'ai un client qui a telle activité et il reçoit une demande d'information d'un contrôleur, on va dire, fiscal. Voilà. Et le contrôleur fiscal veut avoir le détail de ceci et voici les PDF du détail. La première chose que je vais lui faire, je vais lui dire, voilà, analyse-moi ça et dis-moi si tu penses que ça va causer des problèmes. Et je vais rester dans le même prompt, ça c'est important. Donc, c'est-à-dire que je vais poser des questions complémentaires, en fait, des questions de suivi. Je ne vais pas ouvrir ce qu'on appelle un nouveau thread. Je vais rester dans la même conversation. Pourquoi je fais ça? Parce que tous les messages que je vais lui envoyer vont progressivement grossir son contexte. Donc, il va être de plus en plus précis. Et ce que je vais faire, je vais découper la liste de mes questions pour lui les poser une par une pour deux raisons. La première, c'est parce que je ne veux pas qu'il se mélange entre mes questions. Et la deuxième, je veux qu'il consacre 100% de sa capacité de calcul à une question. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je vais procéder. Donc faire une sorte de train de questions pour vraiment les poser une par une. Donc ça c'est ce que je vais faire là-dedans. Dans mes activités quotidiennes, moi l'IA me sert principalement dans mes emails. Et elle va aussi me servir. Vous savez que ChatGPT a des connecteurs Outlook, par exemple. Et je peux très bien dire à ChatGPT, voilà, il y a 10 personnes qui sont intervenues dans le dossier. Fais-moi un tableau résumé par date, d'où on en est, qui a dit quoi, est-ce qu'il y a encore des tâches en suspens, etc., etc. Et je peux faire tourner ChatGPT là-dedans et il va vraiment me donner une liste assez détaillée de qui est intervenu dans le dossier, ce qu'il faut faire, et ce que je peux faire comme tâche suivante aussi. Donc ça, c'est extrêmement efficace pour résumer des chain mail, en fait, ChatGPT. Ouais, super. Et je vois que Tony repose la question. On y a déjà répondu. Est-ce que l'IA peut lire un bilan, un compte de résultats et en faire une analyse? Ben, oui, on l'a dit juste Oui, avant. c'est ça, oui, tout à fait. Et en plus, là où elle est vraiment très forte, c'est quand on va lui donner des bilans des années antérieures, elle va pouvoir dégager des tendances et des choses comme ça. Donc, imaginons, je sais pas moi, on a un client qui est carrossier. On va lui donner les bilans, on va dire 2022, 23, 24. Et puis après, on va lui demander fait une analyse. Et puis ce qu'on va lui dire, on va lui dire, surtout maintenant qu'il y a ChatGPT a lancé des agents, on pourrait très bien prendre le mode agent de ChatGPT et dire au mode agent, maintenant tu vas aller sur le site statistique, StatBell, tu vas sur StatBell, tu vas trouver toutes les carrosseries de ma région, tu vas aller chercher les bilans et tu vas comparer le bilan de mon client au bilan des autres carrossiers de la région. Et là-dessus, tu vas faire une recommandation, tu vas aller regarder l'adresse géographique de mon client, tu vas aller regarder l'évolution, etc., etc. Et tu vas me faire une analyse en fait de comment mon client se comporte par rapport à ses concurrents, par rapport à la région. Et là, on va commencer vraiment à pouvoir donner du conseil de très, 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 très haut niveau. Ouais, moi, je me souviens aussi dans une formation, on avait donné le bilan publié d'une ASBL qui soutient les entreprises qui aident à la création. Et on lui a demandé de faire une analyse. Et en réalité, les ratios, il les connaît tous. Donc, le ratio de Oui, solvabilité, le ratio des rotations des dettes à court terme et des choses comme ça. Il connaît très bien, il faut pas lui dire, enfin, il faut pas lui expliquer c'est quoi ce ratio, il peut le calculer. Mais évidemment, j'avais pris un bilan publié, donc simplifié, je pense qu'il était même pas mentionné, il était pas mentionné non plus le chiffre d'affaires. Mais voilà, ça c'était une bonne première analyse. Et effectivement, après, si tu compares à tes pairs, à ton secteur, etc., via maintenant un agent qui existe depuis une semaine, c'est ça oui, c'est ça, Ouais. oui.
Voilà, et tout ça, évidemment, ouais, c'est des choses Oui, qu'on met en place dans nos formations. Euh, tout à et fait. voilà. Alors, il demande s'il fait des erreurs de calcul comptable ou financier. Ouais, moi, j'ai ma réponse, mais je peux te laisser aussi. Oui, il en fait. Oui, bien sûr, il en fait. Donc, il faut vraiment vérifier. D'où l'intérêt aussi d'avoir un fact-checker, donc de jouer avec deux IA en disant vérifier les calculs, quoi. Exactement. Il en fait. Il en fait tout simplement parce que, vu que c'est encore lié à la tokenisation, il en fait parce que pour lui, ce niveau-là de détail est quasiment impossible à ChatGPT parce que ChatGPT a été fait pour écrire, on va dire, entre guillemets, écrire de la poésie. Donc, ChatGPT n'a pas été fait pour compter, faire des résumés, etc. Il y a d'autres IA qui sont faites pour ça. Donc, Oui, c'est pour ça que quand on se sert de ChatGPT dans le monde de la finance, il faut faire vraiment attention à ce qu'on lui demande parce qu'il n'est pas du tout fait pour faire des ratios, des additions, des choses comme ça. ouais, c'est effectivement ça. Donc, c'est un modèle de langage. Il a été entraîné sur du texte. Alors, s'il peut calculer, s'il peut faire 3 plus 2, c'est parce que il a vu dans un texte que 3 plus 2, après, c'était 5 qui venait. Et donc, ça, il peut le dire. Il l'a retrouvé par analogie. Voilà. Par contre, il a une compétence qui est une compétence d'analyse, où là, on va lui donner un tableau Excel, on va lui demander de faire un graphe. Et là, le calcul est toujours bon parce qu'il ouvre une console Python, une machine virtuelle, dans laquelle il fait des calculs. Et là, c'est du code qui vient faire ses calculs. Et là, c'est toujours exact. Mais voilà, il faut savoir à quel moment on le fait et à quel moment il est retombé sur son modèle de langage et qui ne calcule plus, mais qui fait des analogies. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Donc, merci Tony pour la question. Effectivement, il n'y a que Tony qui est réveillé, là, ou alors ils sont tous à l'apéro. Moi, ce que je recommande, en fait, partout où je dois écrire quelque chose, je recommanderais, on va dire, ChatGPT et Mistral pour l'écriture. Pour le sourcing, alors bon, évidemment, moi j'aime beaucoup Advisor parce que j'étais impliqué dans son développement, mais Advisor a une base de données qui est assez impressionnante en termes de sourcer vraiment le bon texte. En fait, ça c'est vraiment pas mal. Et en ce qui concerne le fact-checking pur et dur, ben là, Gemini a quand même avec son moteur de recherche, Gemini, c'est quand même très très fort. Donc, moi, j'utiliserai ces trois-là. Oui, voilà, c'est ça, oui. Advisor.be, qui a une version secure qui est en train de sortir. Et là, en fait, ils ont une très, très bonne base de données. Et donc, voilà. Ouais. Oui, j'ai envie d'en ajouter un. Il y a Notebook LM aussi qui est Oui, vraiment pas oui, mal quand on travaille sur des documents pour éviter les hallucinations et qui reste sur les documents. Notebook LM est c'est ça. incroyable. Qui viennent d'être mis à jour, Notebook LM. En fait, Notebook LM est vraiment très, très bon si on a un PDF de 600 pages, par exemple, qu'on a dans l'écran de multinationale avec un rapport de gestion, etc., etc. Effectivement, là, Notebook LM va vraiment montrer un très gros plus. Oui, voilà. Eh bien, et Tony, merci pour tes questions du coup. Euh, voilà, je peux peut-être maintenant un peu continuer parce qu'on nous a promis qu'à 13 heures, ce serait fini et donc à 13 heures, ce sera fini. J'espère que je vais quand même vérifier parce que je vais parler maintenant que mon micro est le bon, je suppose. Victorien, si tu pouvais me faire un petit retour pour me dire que mon micro est bon cette fois-ci. Sinon, je continue à parler. Donc voilà, c'est son Victoria question-réponse. n'est plus là, mais moi je t'entends. Ah oui, ça va, ok. Donc, question-réponse, on vient de le faire. Et maintenant, comment avoir plus d'infos et bonus? En réalité, Vincent et moi avons mis en place une formation IA et comptabilité. Devenir le conseiller stratégique que vos clients attendent, c'est le titre, mais vous avez compris qu'on va parcourir le métier d'expert comptable. Et donc, ce qu'on vous propose ici, c'est une formation en présentiel. Je vous dirai après pour ce qui est hors présentiel. Mais on a choisi un lieu qui se trouve vraiment au centre de la Wallonie, au château de Courrières, qui est un lieu assez sympa aussi dans ce château. Euh,
Et voilà, elle aura lieu le mercredi 24 septembre de 9 heures à midi. Et comme pour vous remercier d'avoir suivi cette session, eh bien, on a un coupon de 75 €, en utilisant le code Summer, comme les Summer Sessions 2025. Voilà le QR code qui vous mène à cette formation. Vu que vous êtes dans la communauté, eh bien, elle se trouve aussi dans la communauté, dans les formations. Vous la retrouverez. Alors, donc ça, c'est pour la formation en présentiel. On a aussi la possibilité de donner des formations également en présentiel dans votre entreprise. Donc évidemment, on n'a pas encore choisi la date ni le lieu. Donc pour ça, il faut nous le demander. Mais également de faire des formations en live à distance. Et vous avez vu que Vincent est capable de parler de la comptabilité du Luxembourg, de la France, de normes IFRS. Donc, on peut s'adapter à tous les pays. Et voilà, pour manifester votre intérêt, il y a un formulaire ici, soit vous le retapez, soit le QR code vous mène directement au formulaire, où là, vous pourrez déclarer un intérêt de formation. Et là, on vous recontactera évidemment, parce que ça demande de la personnalisation. Voilà. C'est amusant parce que il y a Tony qui nous demande si on veut encore des questions. Voilà, à la limite, on peut dire oui. Moi, je vous dis déjà merci. Oui, je tutoie un peu partout. Voilà, on peut nous retrouver sur revolia.be. Ça, c'est pour me retrouver moi. Et pour retrouver Vincent, il se trouve également sur le site revolia.be, mais il est évident que LinkedIn, c'est l'outil par excellence de mise en contact. Voilà, il reste 4 minutes. Tu es disposé, Vincent, à éventuellement Oui, bien sûr. une question de Tony, s'il en a une. Voilà, tic-tac. Il y a Thierry qui est en train de taper, je vois. Mais de rien. Bon, merci Thierry. On ne sait pas, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec Thierry. Voilà, on ne s'est pas vu non plus. Mais... Ah oui, vous vous connaissez en plus. Ah oui, c'est dingue ça. Et oui, ça fait. Voilà. Bon, on ne voit plus Tony. Voilà. Ça va être un peu court pour Oui, encore entamer. ok. Merci à tous en tout cas pour votre écoute. Voilà, merci à tous. On vous écrira, il y aura une sorte de replay, on mettra à disposition avec toutes les autres infos. Et oui, vous connaissez depuis longtemps. C'est bien. Voilà, le monde est petit. Voilà, mais donc, je répète, merci à tous. Bonne journée et donc, semaine prochaine, Canva. Et pour les comptables, on se tient au courant et on continue avec les formations. Voilà. Ok, merci Bientôt. beaucoup. À bientôt. Vincent. Allez, salut Jean-François. À bientôt. Ciao.